L'emballage n'a pas un ancêtre, mais des ancêtres, qui sont autant d'objets usuels domestiques, aujourd'hui complètement dépassés. Avec le déclin de la société rurale semi-autarcique et l'avènement de la société marchande et des transports modernes, l'emballage prend son envol. Protéger et faciliter le transport, telles sont les fonctions de l'emballage. Comme le montrent ces images, tournées vers 1920 dans les ateliers de vente par correspondance de la Samaritaine. Pas étonnant que le mot « paquet » trouve son origine en Hollande, pays de marchands et de commerçants. Et que les tonneaux soient devenus l'unité de jauge des navires. Avec la révolution industrielle au XIXe siècle, l'univers de la boîte est complètement bouleversé. La grande distribution impose de protéger dans des emballages les produits hygiéniques comme le savon. Ou les denrées aux arômes délicats comme le cacao et le thé. Pour ce faire, on utilise un matériau léger et facile à travailler, le fer blanc. Composé d'une feuille de fer recouverte d'une fine couche d'étain, il peut être décoré selon les techniques d'impression des affiches. Mais c'est véritablement grâce à l'apertisation, procédé de stérilisation créé par Nicolas Appert, que le métal triomphe irrémédiablement du verre. Ce sera en France l'apogée de la conserverie de sardines à l'huile et les débuts d'un emballage d'avenir. En fait, le packaging, c'est ce qui emballe un produit, mais c'est aussi ce qui fractionne un produit, puisque avant le packaging, c'était le vrac. On achetait son riz, sa farine ou l'huile en vrac, dans des tonneaux, dans des sacs, etc. Et le packaging est arrivé, il a fractionné ceci, et en ajoutant souvent une marque pour reconnaître les produits. Donc le premier rôle du packaging, c'est de différencier, de fractionner et de différencier. Et puis bien sûr, ça a aussi, dans notre monde d'aujourd'hui, une valeur d'attraction, parce que le produit se défend tout seul sur un libre service. Il faut donc qu'il attire le consommateur. Donc non seulement il doit fractionner, bien présenter le produit, mais également attirer. Donc il a un rôle rationnel, mais aussi un rôle émotionnel. C'est un fait, l'emballage a mis la nature au carré. Les formes géométriques sont un effet de la mécanisation. Les industriels se spécialisent selon les matériaux. Papier, carton, métal ou verre, chaque filière accélère ses cadences pour la production en série, comme en témoigne l'histoire des usines Perrier. À ses débuts en 1909, la chaîne Perrier est entièrement manuelle. C'est la consécration du taylorisme. Peu à peu, les chaînes s'automatisent et s'accélèrent. En 1933, Perrier produit 18 millions de bouteilles par an. C'est après la Seconde Guerre mondiale que Perrier connaît un rythme explosif avec une nouvelle usine. Dans les années 70, la fabrication des bouteilles est intégrée en continu à la chaîne d'embouteillage. « 35% de calcin ou verre recyclé récoltés dans les mairies sont utilisés dans la composition du verre. Température de fusion 1150 degrés. Le verre en fusion est conduit dans un moule. Il en sort des gouttes de 550 grammes appelées paraison. Les moules ébaucheurs récupèrent la paraison pour former des bouteilles qui seront recuites définitivement à une température de 560 degrés.
Alors l'acier, par exemple, est, je dirais, l'ancêtre de la boîte de conserve. La boîte de conserve, bon, c'est les armées napoléoniennes, loin de leur base, qui avaient besoin d'emporter de la nourriture. Et à cette époque, eh bien, c'est la boîte de conserve, la boîte de singe, qui s'est développée en acier. Et puis, l'acier a régné sur le début du XXe siècle. Et tout naturellement, par exemple aux États-Unis, après la Prohibition, quand on a pu emporter de la bière sans être poursuivi, on a inventé la canette de bière et elle était en acier. Jusque dans les années 70, où l'aluminium qui voulait se vendre a utilisé alors là une propriété du matériau qui était d'être très ductile. L'acier n'a pas réagi à cette attaque et finalement l'aluminium a envahi pratiquement tout le marché américain. La morale, c'est qu'une canette qui est usagée a encore une valeur. Elle a une valeur de gisement. Parce que si on récupère cet aluminium, c'est quand même moins cher que d'aller le refabriquer à partir de l'alumine. Et dans ce cas-là, la canette usagée ayant une valeur, on peut payer quelqu'un pour venir la rapporter. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on joue sur le tri, qui est l'étape, je dirais, la plus difficile à résoudre dans les problèmes de recyclage. Et donc, aux États-Unis, eh bien, il y a des tas de boy scouts, puis de toute façon, ils aiment bien ça, qui sont allés courir les routes pour ramasser les canettes et on était capable de leur donner une dime, une petite pièce, pour chaque canette qui était rapportée. Et à ce moment-là, les gouverneurs ont trouvé que c'était très écologique et il y a certains États qui ont même interdit complètement la boîte acier parce que l'acier ne valant rien, on ne peut pas payer le ramasseur d'une canette en acier. Et à ce moment-là, la chose a complètement basculé et aux États-Unis, maintenant, le marché est à 99% en aluminium. Lors de la fabrication d'un film pour sac en plastique, le plastique stocké dans des silos sous forme de granulés est chauffé dans une extrudeuse entre 150 et 200 degrés. Donc on a dans cette boîte les polymères qui ont la bonne idée de se déposer l'un sur l'autre sans se mélanger, qui ont la bonne viscosité, etc. Et on va souffler en dessous pour développer une gigantesque bulle qui se maintient parce que la matière est quand même encore relativement visqueuse et qui va s'élever, ça fait des bulles de 10-12 mètres de haut. Au sommet de la bulle, une aplatisseuse replie le film pour le convoyer vers le bas et former des rouleaux destinés à l'impression flexographique. Chez Safrère Emballage, on produit entre 100 et 200 km de film par jour. Alors ça vous donne une idée de la merveille technique qui a été développée tenant compte des propriétés du matériau, tenant compte de l'économie et aussi, et je crois que c'est un message qui me semble être important, que ces objets d'emballage que nous trouvons de façon, je dirais, tout à fait banale, renferment une haute technologie. Il n'y a pas que Hermès qui consomme de la technologie. Nous sommes entourés dans nos objets quotidiens d'objets qui ont demandé aussi une technologie importante, évoluée, sophistiquée, et qui demandent, pour être mis au point, une collaboration, je dirais, aussi bien des ingénieurs que des universitaires. C'est le cas de Botop. Cette bouteille révolutionnaire est le fruit d'une association entre Elf Atokem et Joker. Fabriquée à base de polyéthylène haute densité, son plastique multicouche forme différentes barrières. Une barrière contre les ultraviolets qui protège les produits du soleil, une barrière contre l'oxygène qui évite les problèmes d'oxydation et une barrière qui préserve les arômes du produit. Mais il y a d'autres exemples. Je ne sais pas, par exemple, si vous prenez le Tetra Pak, eh bien là, disons, tout l'emballage est conçu pour avoir un emballage qui est stérile. Se balader dans le supermarché et voir comme ça du lait qui dure, qui est toujours bon à consommer pendant des mois, il y a 20 ans ou 30 ans ou 50 ans, c'était quelque chose qui ne s'imaginait pas. Le matériau de base du Tetra Pak est du carton auquel on a ajouté un film plastique qui le rend imperméable et thermosoudable et une fine couche d'aluminium qui le protège de l'oxygène et garantit une plus longue durée de fraîcheur au produit.
Grâce à ce système, les opérations de formation de la boîte et de remplissage se font simultanément et par une seule et même machine. Alors que les processus de fabrication des emballages sont fondamentalement différents d'un type de produit à l'autre, les opérations de conditionnement sont souvent similaires malgré les différences de contenu. Lavage, Rinçage, remplissage, soutirage, par soutirage, on définit les opérations de remplissage des bouteilles. sertissage du couvercle, Bouchonnage, stérilisation des boîtes de conserve, étiquetage, fardage qui vient du mot fardeau ou charge. gestion des stocks chez Kodak, Prise des commandes, arrivée des produits en provenance des usines, référenciation par code barre des produits. les transstockers automatiques vont placer les palettes dans leur rayonnage en fonction des codes barres. Au moment de la commande, les produits sont convoyés vers le magasin. Les préparateurs, après avoir défait les palettes, répartiront les produits en fonction des fiches de commande. Grâce à l'étiquette à code barre, le poids des colis est vérifié, puis ils sont acheminés automatiquement par une machine de tri vers les aires de chargement où ils sont rassemblés et chargés dans les camions. Test de résistance des emballages d'équipements électroménagers pendant leur transport. Test de résistance aux vibrations. Test de résistance aux chutes pendant la manutention. Test de compression latérale. Test de compression verticale dans une ambiance chaude. De nombreux produits nécessitent la mise au point d'emballages spéciaux. 2 d'entre eux sont particulièrement remarquables. Les œuvres d'art, par exemple, demandent des attentions particulières et une mise en œuvre spécifique à chaque pièce, afin de protéger au mieux leur précieux chargement. Mais que penser de cet autre emballage, certainement le plus solide que l'homme ait inventé? 160 km/h contre un conteneur destiné à protéger des matériaux radioactifs. Ces emballages très particuliers au contenu éminemment dangereux nécessitent des procédures exceptionnelles. Ces containers à l'épreuve des trains fous s'appellent des châteaux et pèsent plus de 100 tonnes. Par route, train ou bateau, leurs convoyages sont devenus fréquents et réguliers et doivent répondre à des contraintes de fiabilité draconiennes.
Il est vrai qu'autrefois, il y avait l'épicier, il y avait le commerçant qui nous conseillait pour un achat. Aujourd'hui, si je veux acheter mon huile d'arachide, je suis dans un supermarché, j'ai mon caddie et je dois choisir par moi-même. Donc le packaging a un rôle de conseiller. Un conseiller qui n'est pas tout à fait objectif, certes, mais enfin il a ce rôle d'information. L'emballage joue un double jeu. Il joue un jeu qui s'adresse plutôt à notre cerveau gauche, qui est donc rationnel, analytique, c'est-à-dire je suis tel produit, voilà ma composition, voilà ce que je fais, voilà mes performances, achetez-moi. Et puis il s'adresse aussi à l'autre partie de notre cerveau, qui est le cerveau droit, plus émotionnel, plus intuitif, plus féminin, plus créatif. Et là, le packaging doit dire hey, achète-moi, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus intéressant, et si tu me prends, je vais te valoriser. La partie la plus scientifique dans le packaging, c'est justement toutes ces techniques de visualisation dans le supermarché ou dans l'hypermarché. Parce que selon que vous allez placer un produit, soit du café, du chocolat, des biscottes, sur le linéaire central, linéaire c'est donc les étagères du centre, ou au-dessous, vous allez avoir des résultats de vente qui vont passer du coefficient 1 au coefficient 5. Donc dans le classement vertical sur linéaire, vous avez là aussi des coefficients à respecter. Et c'est mesuré scientifiquement par l'ordinateur, sur chaque produit il y a des petits codes barres, donc on a le résultat des ventes à l'instant T, à tout moment. Donc on connaît très bien les résultats de ces ventes. Et sur le plan également horizontal, si vous placez une certaine eau minérale gazeuse dans une bouteille verte qui a une forme comme ça, vous voyez ce que je veux dire, ou à côté d'une autre bouteille plutôt réservée pour la silhouette, la ligne, à côté d'une autre bouteille à étiquette rose plutôt destinée aux enfants, selon vous respectez cet ordre-là ou vous inversez l'ordre, vous allez avoir des résultats complètement différents d'un coefficient de 1 à 3. Alors tout cela est extrêmement scientifique. Alors en ce qui concerne les couleurs c'est extrêmement important car c'est le premier élément de communication d'un emballage. Donc il y a tout de même quelques règles à observer. Il peut y avoir deux sources qui expliquent la couleur d'un produit. Je vais vous donner des exemples. Par exemple le café. Le café c'est un produit qui est brun, donc en règle générale, le café est dans des emballages, dans des packagings qui vont du brun au noir, au rouge. Parce que ça identifie la nature du produit. Ou parfois, c'est parce qu'une marque, il y a très longtemps, ou à l'origine, a pris une couleur, par inspiration, par hasard, et c'est devenu un code du marché. Le packaging, avec tous les emballages, est au premier rang des éléments de pollution. Donc il est évident que les industriels, tout comme les designers qui ont leur responsabilité, doivent tenir compte de ce facteur. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut utiliser moins de matières premières pour les packaging. Ça signifie qu'il faut utiliser des matériaux qui sont recyclables. Et ça signifie également que nous devons utiliser des matériaux qui peuvent servir à d'autres utilisations. On achète une bouteille d'un produit, mais cette bouteille peut servir à autre chose. Les tétrabriques, qui posent des problèmes de recyclage du fait de leur structure composite, de carton, d'aluminium et de plastique, peuvent par contre, une fois broyés, être transformés en panneaux d'agglomérés, le tectan pouvant servir à la fabrication de meubles. Aujourd'hui, l'emballage représente 40% du poids de nos poubelles et son recyclage est un véritable casse-tête. Quelles sont les grandes filières d'emballage en fait ? Eh bien, elles sont 5. Vous avez l'acier, l'aluminium, vous avez le papier carton, vous avez les matières plastiques et le verre. Il y en a 4, l'acier, l'aluminium, le verre et le papier carton, qui depuis fort longtemps ont développé une industrie du recyclage. Le verre redevient du verre, l'acier de l'acier, l'aluminium de l'aluminium et le papier carton du papier carton. Celle qui a une histoire plus récente, ce sont les matières plastiques, parce que c'est beaucoup plus compliqué les matières plastiques, parce qu'il y a plusieurs matières plastiques. Et c'est celles-ci qui vont avoir une double voie de sortie, si j'ose dire. Une partie, peut-être 15-20%, vers le recyclage de la matière, et une autre partie beaucoup plus importante vers l'incinération propre, avec récupération d'énergie. On va prendre un exemple avec la filière de matériaux qui est la plus complexe aujourd'hui, qui est celle des matières plastiques. Comment en fait ça se passe concrètement ?
Eh bien, aujourd'hui, on va choisir les récipients rigides, les bouteilles de lait, les bouteilles d'eau minérale, les bouteilles de détergent que l'on va collecter sélectivement dans un récipient approprié, que ce soit un conteneur sur la voie publique, soit une deuxième poubelle dans les domiciles. Ces récipients vont être amenés dans des usines de régénération et vont trouver toute une série de débouchés différents. Et je ne citerai que 2 pour montrer la diversité de ces débouchés. Vous avez d'un côté, par exemple, les tuyaux. Avec des bouteilles d'eau minérale, on peut faire des tuyaux d'évacuation des eaux, qui sont des marchés très très importants. Mais on peut aussi, avec d'autres bouteilles d'eau minérale, faire des pullovers. Et aujourd'hui, on vend des pullovers qui ont été faits à partir d'une matière première, bouteille, donc complètement recyclée. Alors, qui est Eco-Emballage ? Eh bien, Eco-Emballage est une société qui apparaît dans votre vie de tous les jours sur les emballages que vous achetez sous la forme d'un petit logo avec 2 flèches renversées de toutes les couleurs. Cette société, quelle est sa mission finalement ? Eh bien, la mission qu'elle a, c'est de développer en France la collecte sélective des emballages. Parce que c'est cette collecte sélective qui est à la base du recyclage. On ne peut pas recycler s'il n'y a pas avant une collecte sélective. La collecte sélective, elle est faite par les municipalités. Et comme elle coûte plus cher que la collecte normale, il faut que les municipalités soient financièrement aidées. Alors Eco-Emballage recueille l'ensemble des adhésions des industriels pour contribuer à financer le surcoût, ce que coûte en plus la mise en place des programmes de collecte sélective. Alors, est-ce que tous les emballages sont recyclables ? La réponse théorique est oui, on peut recycler tous les emballages. Mais la réponse pratique est non. Pourquoi ? Bien parce qu'on se heurte toujours à 2 contraintes que tout le monde connaît. La contrainte de l'économie. À quoi ça sert de dépenser des fortunes pour recycler quelque chose qui coûterait beaucoup plus cher recycler qu'en provenance d'une matière vierge. Et la deuxième, c'est l'écologie. Parce que si on doit dépenser beaucoup d'éléments qui vont polluer l'environnement pour pouvoir recycler quelque chose, eh bien, on a tout à perdre et rien à gagner. L'emballage de demain sera l'emballage qui répondra au goût du consommateur de demain. C'est-à-dire que l'emballage ne crée pas de mode. L'emballage suit nos modes, nos styles de vie. Donc vous voyez, c'est aussi la technologie et ses découvertes qui vont faire l'emballage de demain. Donc c'est le consommateur qui fera l'emballage de demain et c'est la technologie.